Hop. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Bonjour, bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et nous sommes donc dans un webinaire pour présenter les changements de la formation initiale des conseillers numériques. Et donc, je vais laisser la main à Dieudonné et Alexis pour démarrer. Bonjour à tous. Donc, je ne sais pas si tout le monde est bien connecté. Je crois qu'on avait annoncé 80. On attend un petit peu, on commence. On va attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter tranquillement. N'hésitez pas à nous dire bonjour dans le chat pendant ce temps-là. On attend 2 petites minutes. Bonjour. Bon, les minutes sont passées. Je vous propose de commencer cette présentation avec un petit tour de table rapidement des acteurs qui sont là aujourd'hui. Donc, on va peut-être commencer par la fabrique. Oui, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Tchernoba, je suis chef de projet au sein de la fabrique, donc en charge du pilotage de la formation des conseillers numériques sur la partie initiale, mais et aussi en métropole uniquement. Je prends la suite. Bonjour à tous, Hugo Bastfaucher, je travaille avec Tierdo sur le projet depuis très longtemps maintenant, depuis le démarrage du projet, et je vais être en charge plutôt de tout ce qui est pédagogie sur le projet, accompagné par Tsoraya. Je vais laisser se présenter. Exactement. Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être ici. Donc, je collabore effectivement avec Hugo et Tierno et je suis responsable pédagogique. Voilà, de découvrir ensemble en tout cas ce nouveau parcours. Merci. Je vous propose de passer à la Mednum. Bonjour, Ondine Vernier, du coup, chef de projet à la Mednum. Voilà. Et enfin, donc, pour terminer, on aura la Banque des territoires avec Alexis et moi-même, je vais donner. Alexis, tu vas te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je travaille à la Banque des territoires sur le sujet formation des conseillers numériques, ma collègue Dieudonné. Donc, pareil pour moi. Donc, on va commencer tout doucement. Hein. On est déjà à plus de 50 personnes connectées. Donc, dans un premier temps, nous verrons la présentation de la formation des conseillers numériques. On va notamment sur les premières révisions de ce titre REMN. Puis nous enchaînerons sur la présentation du nouveau parcours de formation initiale avec la fabrique. Et on aura un temps d'échange à la fin de cette formation. Mais vous pouvez aussi poser vos questions sur le chat et on y répondra directement via le chat. N'hésitez pas. Alors pour commencer, nous faisons un petit rappel sur le modèle de formation actuel. Hein. Donc on a bien 2 blocs de formation, avec la formation initiale et la formation continue. À savoir que ces formations sont obligatoires et entièrement financées par l'État. Donc pour la formation initiale, on prendra le temps de rentrer en détail durant cette présentation. Mais voilà, la formation initiale, elle va... Pardon? Un micro qui n'est pas coupé. Ok. Donc la formation initiale va vous permettre d'être préparé au CCP1 du titre médiateur numérique.
et va permettre d'appréhender, enfin d'apprendre en tout cas toutes les bases de la notion numérique. Mais on aura le temps de pouvoir entrer en détail avec la fabrique, qui est l'organisation de formation mandataire sur tout l'Hexagone et franciligne en Outre-mer. Et dans un second bloc, nous aurons la formation continue. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, mais on va quand même vous le présenter rapidement, à savoir la formation continue avec la MENUM, donc qui permet de dispenser des modules thématiques qui permettront de personnaliser votre parcours de formation. Et le bloc, donc le dernier bloc, c'est le CP2, CP3 du titre complet REMN, donc qui a été fait entièrement sur l'année 2024 et 2025, mais actuellement qui ne sera plus possible de dispenser, car le titre a été révisé dans un premier temps et les sessions sont toutes complètes. Et donc voilà, c'était vraiment l'outil qui permet d'avoir le titre complet REMN et qui a été dispensé par ISTIA sur tout le territoire de l'Hexagone. Alors, pour revenir au titre REMN, qui est devenu titre de numérique, donc depuis le 13 juillet 2025, donc on a une révision du titre REMN, qui est passé en titre officiel mais numérique. Donc, à savoir, les grosses évolutions se font principalement sur la réduction des blocs. Initialement, sur ce titre complet, on avait 3 blocs. On n'a plus que 2 maintenant. À savoir aussi que le niveau est maintenu, à savoir l'ancien REMN nous permet d'avoir un niveau équivalent à un bac plus 2, et c'est actuellement le cas avec le nouveau titre de numérique aussi. Le CP1 est principalement identique, mais on vous verra en détail dans avec la fabrique. Et donc, il y a une équivalence entre les deux CCP1 de l'ancien titre et du nouveau titre. Donc, on aura l'occasion d'en discuter juste après. Et les principales évolutions, donc vous verrez, donc on passe sur un parcours unique de 75 heures de formation qui remplace, vous savez, les précédents parcours, à savoir 70 heures, 75 heures, les parcours plus longs de 315 heures qui étaient initialement sur l'ancienne version de la formation. Et du coup, on n'aura plus de test de positionnement, donc on aura maintenant un test d'entrée en formation initiale. À savoir, donc pour tous les examens sur le nouveau titre, ils seront faits en présentiel. Donc on aura différents centres d'examen. Donc je laisse la fabrique sur ce sujet. Et par contre, pour les conseillers numériques qui ont été formés sur l'ancien titre, donc c'est bien REMN, avant, donc été inscrits et sont en formation avant le 13 juillet, avant la révision du titre, ils pourront, eux, par contre, passer leur examen en distanciel jusqu'à fin décembre 2025. Comme vous le savez, dans ce nouveau titre de médiateur numérique, on a un stage obligatoire de 210 heures qui pourra être fait au sein de votre structure, mais on aura aussi l'occasion de discuter juste après. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je laisse la main à la fabrique pour la suite. Merci Dieudonné. Du coup, côté fabrique, on va vous présenter l'inscription en formation initiale. On va parler un peu des évolutions du titre, comment s'inscrire au sein de la fabrique, et on va parler des passages de la certification CCP1, de l'examen CCP1 et de la certification PIX, les modalités de passage, et on va vous donner d'autres informations quant à ces passages-là. Tu peux passer, s'il te plaît. Donc, sur le changement du titre, je vais laisser Hugo vous présenter les différents changements qu'on a eu sur le titre REMN, qui n'est plus un titre REMN, qui s'appelle maintenant médiateur numérique. Tout à fait. Merci beaucoup, Tierno. Donc, le principal changement, on a la slide, il y a le texte, mais je pense qu'il est plus sain qu'on se parle directement. Vous aurez le temps de lire et de revenir dessus plus tard. Le principal changement qui va s'opérer sur ce nouveau titre, il est que ce titre, il est beaucoup plus axé autour de l'accompagnement des publics et de la législation en vigueur autour. Donc en fait, on a opéré un changement, nous, au sein de la formation et des modules qui y sont dispensés pour beaucoup plus coller à ces nouvelles exigences. Il n'y a aussi, je vais en parler directement puisque vous êtes tous, j'imagine, plus ou moins au courant de ce qui se passait sur l'ancien titre, il n'y a plus les environnements techniques obligatoires. Donc plus d'imprimantes 3D, plus de robots Arduino, plus de robots Makeover, plus de Arduino et de Raspberry Pi.
ces environnements-là ne sont plus obligatoires, donc on est vraiment beaucoup plus proche sur ce nouveau titre et je tiens à saluer aussi le travail qui a été fait par l'AFPA à ce sujet-là, du métier concret de conseiller numérique et de médiateur numérique, d'où le changement de nom aussi. Nous, on va rester sur le CCP1 côté fabrique en hexagone. On va rester sur le CCP1 qui, lui, a peu évolué, avec quand même un accent plus fort mis sur l'accompagnement, mais aussi sur le fait de pouvoir prendre du recul sur sa propre pratique professionnelle, qui était un sujet qui est beaucoup remonté. Voilà, donc une formation, comme c'est noté, qui est plus axée sur le terrain, sur le territoire, plus d'accent sur la législation, donc la législation aussi bien du numérique que celle relative au handicap, aux personnes en situation de handicap, que celle particulière des situations de médiation numérique, prendre du recul et la cybersécurité et la gestion des espaces, des pannes, pardon, des pannes informatiques. Donc voilà. Tu peux passer à la slide d'après. OK. Merci Hugo pour ces précisions. Donc, pour vous inscrire au sein de la fabrique, c'est très, très simple. Vous connaissez aujourd'hui tous notre site Internet. Vous y allez, vous avez plusieurs onglets où vous pouvez vous inscrire directement. Vous pouvez atteindre notre formulaire. Donc, plus haut, vous avez à droite un onglet inscription. Vous l'avez plus bas encore aussi un autre onglet inscription. Donc, vous allez sur notre site Internet, vous cliquez sur inscription, vous remplissez le formulaire d'inscription qu'on va vous présenter, vous remplissez tout le formulaire en entrant bien les bonnes informations pour que nous, derrière, on puisse avoir les informations, les bonnes informations et qu'on puisse vous contacter ensuite pour la rentrée en formation. Veuillez noter que l'adresse mail que vous allez fournir donc sera utilisée comme moyen de communication principal tout au long de la formation. Donc, il est très important que si vous choisissez de donner votre adresse mail de structure, que vous soyez conscient afin que vous n'êtes pas en fin de contrat, par exemple, ou sinon, on vous recommande de fournir votre adresse mail perso, puisque c'est sur cette adresse mail-là qu'on va échanger tout au long de la formation. Quel est le processus d'inscription et de l'entrée en formation au sein de la fabrique? Donc, après l'inscription sur le site Internet, votre inscription est validée ou non par la Banque des territoires. D'accord? Si vous êtes validé par la Banque des territoires, nous vous contactons directement pour un entretien d'entrée en formation. Attention, il n'existe plus de parcours de positionnement. Avant le changement de titre, on avait un parcours de positionnement qui se faisait en 2 étapes. Une première étape, un test en ligne qui vous est envoyé, que vous faisiez tout seul, et ensuite un entretien avec l'un de nos conseillers pour vous positionner sur l'un de nos 3 parcours. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul parcours. Donc, il est plus nécessaire pour nous de faire un parcours de positionnement. C'est pourquoi vous n'avez plus que maintenant un seul entretien d'entrée en formation initiale qui vous est proposé. Et cet entretien-là intervient après la validation de la Banque des territoires. Qu'est-ce qu'il a pour objectif? L'objectif de cet entretien de positionnement, c'est d'apprendre à vous connaître. Vous présenter les évolutions récentes du titre, répondre à vos questions sur le nouveau titre, détailler les jalons de votre entrée en formation et vous aider aussi à vous projeter en vous présentant le planning type de formation que nous avons. Nous allons vous préciser les modalités de passage de la certification CCP1, MN et PIX et vous orienter, si vous en avez besoin, vers un référent handicap pour aménager au plus tôt votre formation et vos passages d'examen. Attention, l'entretien il est individuel, mais vous pourriez y associer votre référent en structure s'il est disponible et s'il est d'accord. Le parcours unique de 175 heures. Donc, on a un parcours sur 25 jours qui est composé de 9 temps forts sur plusieurs semaines. Les 25 jours commencent par par un kit de démarrage de 49 heures. Donc, le kit de démarrage de 49 heures, c'est souvent les 2 premières semaines. 4 jours la première semaine et 3 jours la deuxième semaine. Vous allez, sur les temps forts, vous avez bien débuté le métier et les enjeux et savoir-être, passer à l'action, posture, contexte légal, prendre du recul, droit et citoyenneté, cybersécurité, téléprocédure. Et enfin, le dernier temps fort, c'est le bilan, l'examen blanc, le DP et le bilan de la formation. Comme je l'ai dit, nous avons le parcours 49 heures qui représente avant, on l'appelait un petit peu tronc commun. Maintenant, ce n'est plus un tronc commun, c'est un kit de démarrage qui va vous permettre d'être efficace rapidement sur le terrain. Le parcours de formation, toujours, comment il est structuré chez nous. Comme je l'ai dit, vous avez
une partie 4 jours. La première semaine, c'est 4 jours. Ensuite, vous avez un stage de 1 jour. Attention, le stage se fait au sein de votre structure. D'accord? Donc, on est sur des périodes de 3 jours, 2 jours en moyenne. Donc, 3 jours de formation, 2 jours de stage, etc. Ensuite, vous allez avoir une grande période de stage, c'est-à-dire quand vous aurez pratiquement fait les 23 jours de formation, vous allez partir 17 jours en structure où vous allez être 100% en stage. Et ensuite, en fin de formation, vous revenez pour 2 jours de formation où vous allez plutôt faire tout ce qui est bilan, DP, examen blanc, etc. avec nos formateurs pour que vous soyez prêts pour passer l'examen à la certification PIX. Votre période de stage, je vais le répéter, est comprise dans la formation et donnera lieu à une convention de stage. La durée totale, si on doit parler de durée, c'est 45 jours de formation, 175 théoriques et 210 heures pratiques en stage. Tiens, juste Tierno, si je peux me permettre de repréciser, le stage, effectivement, comme Tierno l'a dit, il est à effectuer dans la structure dans laquelle vous travaillez aujourd'hui, hein. On ne va pas vous demander de rechercher une autre structure à côté, même s'il n'y aurait rien qui l'empêcherait, on pense que ce n'est pas forcément utile. Donc il est à effectuer dans votre structure actuelle. C'est effectivement, je vois là la question, une convention de stage avec l'employeur. Donc c'est une convention tripartite, tout ce qu'il y a de plus classique entre la structure de formation, le stagiaire et l'employeur. Cette convention de stage ne vient pas d'une quelconque manière changer votre statut au sein de la structure. Si vous êtes en CDD, vous restez en CDD. Si vous êtes en CDI, vous restez en CDI. Il n'y a pas d'impact non plus sur les salaires ou quoi que ce soit. Je tiens bien à préciser de manière générale. C'est prévu par la loi, c'est encadré déjà, c'est pas une bizarrerie quelconque, c'est tout à fait possible. Donc voilà. C'est pour ça aussi qu'on a tenu à l'inclure comme ça, plutôt que d'avoir une période de stage en dehors des heures de formation, qui soit en fin de formation, etc., et qui aurait repoussé le passage de titre et compliqué les agendas de tout le monde. Tout à fait. Alors, le passage de la certification CCP1 en présentiel. Comme l'a dit, je crois, Dieudonné plus haut, cette fois-ci, le passage de l'examen CCP1 se passera en présentiel. D'accord? On va vous communiquer les différentes dates et les lieux en début de formation. C'est-à-dire que dès le premier jour de formation, vous saurez à quelle date et sur quel endroit vous allez passer votre examen CCP1. La préparation au passage d'examen a aussi un peu changé avec le changement de titre. Donc aujourd'hui, avant, on vous demandait par exemple de préparer 5 fiches actions. Aujourd'hui, vous devez élaborer 3 fiches de séance pour l'animation des séances de médiation numérique destinées à un public adulte. Vous allez toujours rédiger un dossier professionnel, okay? Le structurer en introduction plus en analyse de situation, accueil plus entretien, avec une réflexion sur votre pratique. D'accord? Il faudra aussi, pour accompagner ce dossier professionnel, concevoir un diaporama pour la présentation du contenu au jury. Nous avons 3 phases lors de l'examen. Donc, une première phase de 35 minutes avec un questionnement à partir des différentes productions que vous aurez faites. Une deuxième phase de 30 minutes donc, qui va s'appeler mise en situation professionnelle. Donc, vous allez disposer de 10 minutes pour préparer l'animation sur une des 3 fiches que vous aurez élaborées en amont, qui va être sélectionnée par le jury au hasard. Donc, pendant 30 minutes, vous allez animer une séance de médiation numérique. Enfin, vous avez un entretien technique de 15 minutes. Donc, l'entretien a lieu à l'issue de la situation professionnelle et il va se dérouler en 2 temps. Le candidat analyse sa prestation et le jury l'interroge au sujet de sa prestation. Voilà, ça c'est les nouveautés dans le passage de l'examen CCP1. Au total, il dure 1h20 minutes, avec bien sûr des possibilités d'aménagement de tiers-temps pour les personnes en situation de handicap qui font la demande le plus tôt possible. On peut passer. Le PIX, il n'y a pas eu de changement sur le PIX, il va toujours se dérouler en distanciel. D'accord? Donc, on est sur une épreuve de 1h45, vous aurez 15 minutes de préparation. Si vous avez des collègues, des conseillers numériques qui ont fait le PIX sur l'ancien marché et qui vous disent bah, le PIX, il se passe de cette façon-là, je vous conseille de ne pas trop les écouter parce que le PIX, il a changé depuis novembre 2024.
D'accord? Donc, on est sur une épreuve de 1h45 avec 15 minutes de préparation. Vous allez être testé sur toutes les compétences. D'accord? Nous, on est sur un algorithme qui va commencer à zéro et qui va monter crescendo pour connaître votre niveau maximal. Donc, vous êtes attendu sur un niveau 5 sur les compétences mener une recherche et une veille d'information, sécuriser l'environnement numérique et protéger les données personnelles et la vie privée. Un niveau 4 sur l'ensemble des autres compétences, à l'exception de la compétence programmée, où vous êtes attendu sur un niveau 1+. Ce qui est normal, puisqu'on sait que vous n'êtes pas des développeurs, on ne va pas vous demander d'avoir un niveau 2, 3, 4 sur cette compétence-là. À ce jour, au sein de la fabrique, on a 100% de réussite sur le PIX. D'ailleurs, je n'ai pas donné les statistiques sur le passage d'examen. On est pratiquement sur 97% de réussite sur le passage d'examen en distanciel au sein de la fabrique jusqu'à aujourd'hui, sur l'ancien titre, bien évidemment. Donc, j'espère qu'on fera aussi mieux sur ce nouveau titre-là, sur le passage d'examen. Et ben voilà, je pense que je suis allé très vite. J'espère que j'ai été clair. Merci Tierno. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on voit quelque chose dans le tête qui se dégage déjà, notamment sur l'adéquation entre le stage et les attributs CCP1, enfin de la formation, mais aussi sur l'aménagement du temps, notamment entre comment va s'imbriquer le stage et la formation et les activités des conseils numériques. On a plus de questions de ce type-là. Concernant, on a une question sur les données, sur le support de présentation et le webinaire, donc ils vont être disponibles sur les bases après la présentation de ce jour. Pour le CCP, alors on a plusieurs questions sur nous, c'est sur le CCP1, est-ce que ce sera en distanciel ou en présentiel? On commence à répondre aux La questions. formation, oui, vous pouvez, oui. Alors, je vais commencer du coup par la dernière question. Est-ce que le CCP1 sera en présentiel ou en distanciel? Le CCP1 sera en présentiel pour toutes les personnes qui vont rentrer en formation à partir du 13 octobre prochain. Donc, post-changement de titre. D'accord? Ça sera du présentiel à 100%. Comme je l'ai dit, on va vous communiquer vos dates et vos lieux de passage d'examen le premier jour de formation. Peut-être même durant la réunion de pré-rentrée, mais ce qui est sûr, le premier jour de formation, vous aurez votre date de passage ainsi que le lieu de passage de l'examen en présentiel. Par contre, tous les conseillers numériques qui ont fait la formation avant le changement du titre, ils peuvent encore passer le titre en distanciel jusqu'au 31/12/2025. Donc, s'il y a des personnes qui sont connectées ici, qui soit on fait la formation avec nous ou sur l'ancien marché qui n'avait pas passé l'examen, ils peuvent nous contacter pour qu'on puisse les inscrire à ces sessions de passage qui se déroulent actuellement jusqu'au 31 décembre 2025. On a d'autres questions, notamment sur les attendus du stage. Est-ce que ça va être les mêmes que... Enfin, est-ce que les attendus du stage sont les mêmes, vont être en lien avec l'activité qu'ils font en tant que conseiller numérique quotidiennement ou pas? Ou bien il y aura des attentes spécifiques avec le stage? Sur le stage, le stage, il est fait en théorie, dans toutes les formations, le stage est fait pour découvrir le métier. Donc on n'attend pas forcément que la période de stage soit pile poil en adéquation avec les résultats du titre, enfin avec les attendus du titre. Par contre, on attend que la période de stage soit en adéquation avec les compétences évaluées. Donc j'ai remis dans le chat, je vais les recopier-coller. Normalement, ce sont des compétences que vous faites tous dans votre métier au quotidien ou que vous allez faire découvrir en fonction de depuis combien de temps vous êtes conseiller numérique. Mais ça va être donc l'accueil des personnes, présentation des missions de médiation numérique, le recueil des besoins, poser un diagnostic partagé et proposer des accompagnements adaptés, concevoir et programmer des accompagnements aux usages numériques, donc la conception d'ateliers, de formations, etc. Préparer et animer des accompagnements aux usages numériques dans différents lieux et environnements, donc en intérieur, en extérieur, en petit comité, en grand comité, en individuel, en collectif, etc. Et évaluer ses actions et sa pratique professionnelle. Donc ça va être les éléments qu'on va vous demander, qui seront réécrits sur la convention de stage. Je vous rassure tout de suite aussi, il n'y a personne qui viendra vous contrôler pour vérifier que ce sont bien ce qui est fait. On vous conseille de le faire tout de même, puisque les jurys, eux, peuvent vous interroger dessus. Ils sont tout à fait libres de le faire.
Mais voilà. Sur le stage, on va juste attendre, en fait, dans la convention, il va être noté les principaux éléments qu'on attend. Votre employeur ainsi que vous-même, vous allez contresigner cette convention en disant: «Je m'engage à bien, effectivement, aller regarder un petit peu comment est-ce que je peux évaluer ma pratique», sachant que vous avez la formation à côté qui va aussi vous donner des billes, pour le faire, et cetera, à répondre, en fait, aux exigences des compétences, techniques attendues. Le CCP1 est bien effectivement en présentiel, et pour la question qui est revenue aussi, pour le balisage des heures de formation. Qu'on est sur un titre professionnel, un diplôme, enfin un diplôme, une certification pour être précis, une certification professionnelle. Comme pour toutes les certifications, il y a de l'engagement personnel à avoir, du temps de travail qui va être demandé en dehors de la formation pour préparer les examens. On ne vous demande pas de temps de travail en dehors. Nous, il n'y a pas de devoir en fin de formation. Cependant, pour réussir l'examen, il y a bien entendu du travail personnel à fournir. Ce travail, vous pouvez le faire pendant vos heures en entreprise. Ça, c'est vous qui voyez avec votre employeur. Nous, on peut pas, on peut pas vous dire de le faire comme ça ou comme ci. Mais en tout cas, ce sont des heures effectivement à réaliser à côté. Il y a besoin donc et de préparer les éléments que Tierno a présentés à l'instant pour le jury, mais aussi besoin de préparer pour son passage de certification sur PIX, qui est quand même assez lourd. Hop, je pense que j'ai répondu à l'ensemble de celles que j'avais vues en tout cas. Et oui, et on avait, merci, Hugo, et on avait d'autres questions sur, les plannings de formation, si on pouvait les avoir. Enfin, tout à l'heure, tu as un peu expliqué, Tierno, sur ta slide, comment ça va se présenter en termes d'occurrence, enfin avec, les jours de formation. Est-ce qu'on peut juste revenir là-dessus pour pouvoir avoir un peu plus, Alors, le planning est structuré de façon très simple. Donc, c'est un système d'alternance qu'on a. Avant le changement du titre, on avait 3 jours de formation en moyenne et 2 jours en entreprise. Donc, vous continuez sur votre activité de conseiller numérique. Mais maintenant, pour intégrer, comme l'a dit Hugo, la période de stage, la période que vous avez en entreprise est considérée comme une période de stage. Donc, c'est 3 jours de formation en moyenne, 2 jours de formation, 2 jours de stage dans votre structure. Dans votre structure. Euh, Excepté la première semaine. La première semaine, c'est 4 jours de formation. Nous avons donc une journée de stage au sein de votre structure. En moyenne, c'est comme ça que c'est organisé. Et à partir de la journée 23, après la journée 23, vous êtes à 100% en stage jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous fassiez vos 30 jours de stage, vos 210 heures de stage, et vous revenez pour les 2 dernières journées de formation. C'est comme ça que sont structurés le planning. On pourrait peut-être mettre à disposition un planning type auprès des conseillers numériques. Ça serait plutôt pas mal. Merci Tierno. On avait une autre question sur, les prochains lieux d'examen, vu que les annonces seront en présentiel. Est-ce que vous avez déjà des lieux qui se dégagent? Aujourd'hui, on a 4 lieux qui se dégagent pour le passage d'examen. C'est Paris, Bordeaux, Lyon et Mougins. Si je ne me trompe pas, hein, Hugo, je pense que c'est bien cela. Donc, je répète, Juste pour préciser, pour ceux qui ne savent pas, Mougins, c'est dans le sud de la c'est France, dans c'est le du sud de côté la de France, Nice. tout à Ouais. fait, à côté de Nice. Donc, je répète, Paris, Bordeaux, Lyon et Mougins à côté de Nice. Ce sont les 4 lieux aujourd'hui qui se dégagent pour le passage de l'examen. Est-ce que ces lieux vont évoluer ou pas du tout? Tu sais qu'il y aura d'autres lieux Aujourd'hui, ou pas? Aujourd'hui, en fonction des différentes localisations des conseillers numériques que nous avons, il y a peu de chances que ces lieux-là évoluent. Alors, pas forcément. Lise, je vais répondre à une question de Lise là, sur les horaires d'examen. Pas forcément. Je ne pense pas que vous ayez besoin de venir la veille. Euh, on va faire en sorte que vous puissiez arriver le même jour et ne pas passer la nuit, par exemple. Tout à fait. En fait, comme vous a présenté Tierno tout à l'heure, l'examen en tant que tel va durer 1 heure et demie.
hors tiers-temps, 1h20, je crois, si ma mémoire est bonne, hors tiers-temps. Nous, après, on va s'arranger pour que ceux qui viennent du plus loin passent aussi à des heures qui les arrangent et ceux qui sont déjà sur place soient aux heures, enfin, soient plus flexibles sur les heures de passage. On a une question surtout sur CP2, donc je vais répondre directement, à savoir que donc le CP1, il y a bien une équivalence, enfin si vous avez aussi le CP1 sur l'ancien titre REMN, vous pouvez passer ce CP2, mais par contre il ne sera pas financé par l'État, il ne sera pas pris en charge. Ce sera à votre charge parce que, comme vous l'avez expliqué précédemment, on n'a pas, en fait, les sessions sont complètes et on n'a pas à renouveler de marché pour pouvoir repasser le titre complet, une méthode numérique. On a des questions aussi sur les prochaines dates de formation, les prochaines cohortes qui vont partir. Alors, on a prévu d'envoyer 4 cohortes d'ici mi-novembre, dans 2 cohortes qui vont partir le 13 octobre prochain. Des cohortes qui sont déjà remplies par notamment tous ceux qui étaient en 70 heures et en 315 heures, aussi ceux qui étaient positionnés bien évidemment en 175 heures, donc qu'on a basculé sur ce nouveau parcours. Donc c'est plutôt les conseillers qui sont là depuis un petit moment déjà, qui vont peupler cette cohorte-là. À partir de novembre, les 2 sessions de novembre, on va avoir aussi là des conseillers qui ont soit passé récemment leur entretien d'entrée en formation ou aussi des conseillers qui attendent depuis un petit moment de rentrer en formation. Au total, nous allons pouvoir faire entrer une 50aine de conseillers d'ici mi-novembre et on va regarder dans le pipe qu'on a si on va ouvrir une 4e session mi-novembre. Pour l'instant, il n'est pas planifié. Mais aujourd'hui, on n'a que 4 sessions planifiées, 2 le 13 novembre, 2 le 3 novembre. Tierno, tu as une petite question pour toi, je me permets. Donc il y a quelqu'un qui pose la question notamment sur qui aurait passé donc l'entretien la semaine dernière et qui attendrait son planning. Alors, il faut que je regarde. La semaine dernière, c'est assez récent, je ne vais pas vous mentir, mais on va regarder ça prochainement. Et si on peut vous proposer des dates, on le fera très rapidement. L'objectif, c'est de proposer le maximum de dates au maximum de conseillers le plus rapidement possible pour qu'ils puissent se projeter et s'organiser au sein de leur structure aussi. Merci. Il y avait juste une petite question sur les frais de déplacement qui ne seront aux examens, du coup, qui ne seront pas pris en charge. Alors, en revanche, on met des choses en place pour compenser, comme le disaient Tierno et Dieudonné juste avant. Premièrement, il y aura plusieurs lieux de formation, donc ceux cités par Tierno. Deuxièmement, les dates et les lieux de l'examen vous seront communiqués très en amont de la formation, vous permettant de vous organiser vos agendas et limiter les frais de déplacement également. Et dernière chose, comme l'évoquait Tierno juste avant, les examens seront organisés suffisamment tard dans la journée pour que les déplacements puissent s'effectuer le matin même. Donc, normalement, vous n'aurez pas à vous déplacer la veille et cela vous n'aurez pas à payer du coup des frais d'hébergement. Voilà, donc 3 choses mises en place, mais les frais de déplacement, effectivement, ne sont pas pris en charge par le dispositif, par l'État. Alors, juste pour répondre à la dernière partie de M. Christophe Nuin qui dit est-ce qu'il peut financer le déplacement de son examen par CCPF? À mon avis, c'est pas possible. Non, avec le CPS, on ne peut pas financer des frais de déplacement. En revanche, pour le financement externe des frais de déplacement, pour les conseillers numériques qui sont employés par des structures privées, des associations, vous pouvez demander à votre OPCO de financer les frais de déplacement. Ça vaut le coup, ça marche ça dépend des territoires et des situations, mais ça vaut le coup de demander. Et plus d'une fois, des conseillers numériques ont vu leurs frais de déplacement être pris en charge par ces OPCO. Donc n'hésitez pas à les contacter suffisamment tôt en amont, voilà, avant l'examen. Alors, tout à fait. Pour le CCP2, par contre, financé par le CPF, c'est tout à fait envisageable, oui.
En fait, de manière générale, comme ça vous le saurez, pour que ce soit finançable par le CPF, il faut qu'il y ait un titre à la clé, un titre professionnel. Donc en fait, c'est pas le CCP2 que vous aurez de financer, c'est l'ensemble du titre sur lequel vous aurez qu'à repasser le CCP2. Mais effectivement, c'est tout à fait finançable par le CPF. Concernant les tarifs, là, on est hors marché avec la Banque des Territoires. Comme l'a expliqué Dieudonné tout à l'heure, il n'y a plus de financement pour l'ensemble du titre. On peut en discuter. Je vous invite à contacter Tierno à ce sujet. On fera nous-mêmes une communication. Et sinon, il y a d'autres organismes de formation qui font aussi passer l'ensemble du titre et que vous pouvez contacter pour avoir une idée des tarifs, des dates et des moments de passage. Tout à fait. Ou OPCO, bien sûr, ou toute autre modalité de financement qui existe pour la formation de manière générale, hein. C'est tout à fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Justement, pour compléter, Hugo, pour ceux qui veulent passer CP2, n'hésitez pas à vous rendre sur la liste, sur le site France Compétences. Donc, vous verrez sur l'onglet médiateur numérique, il y a la liste de tous les centres Agréé. qui organisent, en tout cas CP2, les centres de formation qui organisent CP2. Donc, c'est sur tout le territoire. La liste se fait au fur et à mesure des agréments. Tierno, est-ce on a une question sur la fréquence du test de positionnement? Je crois que tu y as répondu, mais c'est peut-être à apporter plus d'éclairage là-dessus. Alors, les entretiens de positionnement ont repris depuis le 22 septembre dernier. Donc, il y a déjà pas mal de conseillers qui ont passé l'entretien et ça va se poursuivre. Tous les conseillers qui ont reçu des mails pour choisir des dates de rendez-vous, je vous conseille vivement de vite choisir le rendez-vous pour que vous puissiez passer l'entretien de positionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans la constitution de nos cohortes, on regarde la date d'entrée, la date de l'entretien de formation. Donc, plus vous passez l'entretien plus tôt, plus vous allez rentrer en formation plus tôt. Aujourd'hui, nos cohortes sont limitées à 18 conseillers par cohorte. Donc, dès qu'on arrive à 18, on stoppe les inscriptions et on ouvre de nouvelles cohortes. Si ici, on a des conseillers qui ont déjà reçu le mail qui leur demande de passer leur entretien, je vous conseille vivement de prendre rendez-vous dès maintenant pour passer le plus rapidement possible votre entretien de formation, d'entrée en formation, pardon. Alors, on avait une question de Ophélie Didier. Quand vous dites qu'on a 5 ans pour passer nos autres CCP sur l'ancien titre, je pensais que c'était 1 an. On nous avons dit avant juillet 2026, c'est plus possible de passer le CCP 3. Alors, plusieurs questions en une. Alors, premièrement, donc, chaque titre professionnel a une durée de validité de 5 ans, au terme desquels le titre sera soit révisé, soit prorogué, soit annulé. Donc, vous avez 5 ans, grosso modo, pour passer tous les CCP. Maintenant, à partir de la révision d'un titre, il est possible de passer dans un délai d'1 an les examens de l'ancien titre professionnel. Donc là, le titre a été révisé le 13 juillet dernier. Donc, si vous souhaitez passer les examens des CCP du titre ROMN, vous avez jusqu'à juillet 2026 pour les passer. Cela dit, il n'est pas possible d'entrer en formation après la révision d'un titre. Donc, pour passer un examen CCP1, CCP2 ou CCP3 dans ce délai d'1 an à partir de la révision du titre, il vous faut être entré en formation avant cette révision du titre. Je sais pas si, voilà, j'espère que c'est clair. Mais grosso modo, donc, si vous êtes entré en formation avant le 13 juillet dernier, vous avez 1 an pour passer les examens de certification. Après, ce ne sera plus possible. Voilà. Ça répondait bien à votre question. Alors, je vais répondre à la dernière remarque de Madame Cécile Lefebvre. Nous, quand on constitue les cohortes, on vous envoie un premier mail où on vous demande de confirmer votre participation. D'accord? On ne vous oblige pas à participer à une session. On vous envoie le mail avec le planning des différentes journées de formation, la date de début et la date de fin. C'est vous qui confirmez en fonction de ce planning-là et en fonction aussi de ce que vous avez comme activité au sein de votre structure. Vous confirmez votre participation à la session ou non.
Ce qu'il faut savoir, c'est que du moment où vous nous confirmez votre participation, vous avez l'obligation d'être présent sur l'entièreté des journées de formation. D'accord? On ne force pas les conseillers à participer aux sessions, mais dès qu'ils confirment qu'ils veulent participer à la session, vous avez l'obligation d'être présent sur l'entièreté des journées de formation, sauf si, bien sûr, vous êtes malade ou vous avez des situations exceptionnelles qui vous arrivent où vous pouvez être absent. Oui, les sessions sont bien en distanciel. Les jours, je l'ai dit, c'est 3 jours dans la semaine, lundi, mardi, mercredi, et 2 jours de stage qui sont jeudi et vendredi. Les journées de stage, c'est jeudi et vendredi, excepté après la 23e journée de formation. Après la 23e journée de formation, vous êtes du lundi au vendredi en stage au sein de votre structure, jusqu'à faire les 210 heures de stage. Tout ça sera marqué dans le planning qu'on va vous envoyer. On a une question aussi sur les, alors c'est sur les conseillers qui ont été initialement positionnés sur des parcours de 70 heures et qui là se retrouvent dans le cas d'être positionnés sur un parcours de 75 heures. Donc on vous informe qu'il y a juste un seul parcours unique, donc il n'y a pas moyen de rétrograder. Et je sais que ça résume plus de temps, mais là, avec le contenu de ce nouveau titre, les contenus pédagogiques ont dû être adaptés et ce contenu doit être fait en tout cas en 75 heures. Donc, il n'y aura pas de parcours plus court et c'est un seul parcours unique pour tous les conseillers. Ouais. Normalement, tous les conseillers qui étaient positionnés sur du 70 heures et du 315 heures ont reçu un mail en leur disant qu'ils vont être rebasculés sur le 175 heures. Non, ceux qui ont été positionnés sur du 70 heures, qui ont déjà été positionnés, qui sont rebasculés sur le parcours unique, ne repassent pas l'entretien d'entrée en formation. Ils sont automatiquement inscrits. Ils n'ont pas besoin de repasser l'entretien d'entrée en formation, puisqu'ils l'ont déjà fait. Tierno, il y a aussi une question concernant une adresse mail de contact de notre côté. L'adresse mail de contact, c'est très simple, contact@fabricmediationnumérique.org. Vous pouvez aussi nous contacter via le site internet en remplissant le formulaire du site. Il y a un formulaire de contact sur le site où vous pouvez aussi directement nous contacter. Sinon, vous envoyez un mail à contact@fabricmediationnumérique sans l'accent.org. Oui, sans l'accent, effectivement. De toute façon, sinon, elle ne passera pas dans la boîte mail. Sinon, ça passera pas, ouais. Ah bon? Madame Genguene, votre nom me dit quelque chose. Genguene. Oui, Oui, Hélène. bonjour. Bonjour. Vous étiez positionné sur un 315 heures. Vous étiez en procédure de réévaluation, je crois, si je ne me Oui. trompe pas. Donc là, malheureusement, ça sera du 175 heures. Effectivement, Oui. je vous ai proposé la session du 13 octobre. Vous avez confirmé? Oui, j'ai confirmé il y a quelques jours. Ok, bah parfait. Vous participerez à la session du 13 octobre. D'accord, donc je peux supprimer l'entretien Oui, que j'avais. oui, vous pouvez Ok. supprimer l'entretien. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. En termes de délai entre le moment où le parcours de positionnement, enfin l'entretien. Ouais, vas-y, Tierno. C'est très variable. C'est très, très variable. Ceux qui passent l'entretien au plus tôt, normalement, si on a des places disponibles dans nos sessions, on vous appelle et on vous propose la session. C'est ce qui va arriver là de cette semaine. On va contacter certains d'entre vous qui ont passé l'examen, qui ont passé l'entretien la semaine prochaine pour peut-être participer à la session du 13 octobre ou du 3 novembre. D'accord? Ça sera la première étape. Ensuite, dès qu'on va ouvrir une nouvelle session et qu'on va constituer les cohortes, on va prendre par date d'entretien d'entrée en formation et on va vous proposer la prochaine session où on a de la place.
Donc, c'est très aléatoire. Je ne peux pas vous donner une estimation de temps entre le passage de l'entretien, la proposition de date, l'entrée en formation. Ce qui est sûr, c'est que nous essayons de faire au mieux pour vous proposer des dates le plus rapidement possible. Sachant aussi, pour vous donner toute la visibilité, parce qu'on est quand même transparent sur le sujet, je pense, depuis le début avec vous, vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui à devoir repasser sur ce nouveau type de médiateur numérique. Donc les dates, il n'y en aura pas 40 de proposées, hein. Là, on va être sur combien de cohortes, Tierno? Alors, pour l'instant, on est sur 4 cohortes peut-être même qu'on n'ouvrira pas les 4. Peut-être on va en ouvrir 3 ou 2. Donc, mais pour l'instant, on a prévu 4 cohortes. L'objectif au sein de la fabrique, c'est d'ici la fin d'année, d'au moins ouvrir 6 cohortes. Si tout le monde joue le jeu, on peut ouvrir 6 cohortes. Mais malheureusement, tout le monde ne jouera pas le jeu. Donc, on sera obligé de faire des choix sur les différents nombres de cohortes qu'on va ouvrir et prioriser certaines dates. Pour répondre à votre question, Pascal Denis, combien de temps prend le processus d'inscription après l'embauche d'un conum? À partir du moment où nous, il s'inscrit sur le site, la suite est relativement rapide. Là, on avait mis en stand-by les parcours de positionnement, le temps de savoir un petit peu plus comment allait se jouer ce nouveau titre, qu'on puisse préparer l'ingénierie pédagogique, etc., etc. Mais Tsuraya, tu me dis si je me trompe, sinon là, quelqu'un qui candidate demain peut passer en entretien la semaine d'après. Enfin, il n'y a pas vraiment de délai aujourd'hui. Oui, tout à fait. Simplement pour compléter, Tierno, tu l'évoquais en début de la réunion, au moment d'évoquer justement le parcours d'inscription. Donc, juste après votre inscription, elle doit faire l'objet d'une validation par la Banque des Territoires avant que vous puissiez rejoindre votre entretien d'entrée en formation. Cela signifie il faut simplement que votre structure ait transmis à la Banque des Territoires un contrat de travail à jour. Parfois, donc, votre inscription peut faire l'objet d'un refus. Dans ce cas-là, il faut vous retourner très rapidement vers votre employeur pour lui dire de transmettre les pièces justificatives en urgence sur la plateforme qui s'appelle Démarche simplifiée. Voilà, c'est simplement pour compléter le processus de validation côté Banque des Territoires. On vérifie que la situation est bien régulière et qu'on a les contrats de travail et qu'on est sûr que vous êtes bien le conseiller numérique. Et nous, dès qu'on a cette validation, dans la foulée, vous recevez un mail qui vous propose une date d'entretien en formation. C'est dans la foulée. Hein. Oui. Je peux poser une question, vous m'entendez? Une question de Pascal Denis. Moi, j'ai une conseillère qui a démarré là en juillet. A priori, le contrat a été déposé sur démarche simplifiée. Enfin, il y a à ce jour pas de problème de ce côté-là. Mais elle n'a aucune nouvelle. Donc, j'entendais qu'il fallait qu'elle s'inscrive sur qu'elle s'inscrive sur l'organisme de formation. Elle s'est inscrite quand? Vous le savez? Elle ne s'est pas inscrite puisque logiquement, c'est vous qui deviez la contacter. Enfin, jusqu'à maintenant, ça se passait comme ça, non? Non, le process depuis 2 ans, c'est que quand vous recrutez une nouvelle conseillère, la conseillère ou vous-même, vous devez aller sur notre site internet, remplir le formulaire d'inscription qui va nous permettre de récupérer vos informations, de les transmettre à la Banque des Territoires pour valider l'inscription. Dès que nous, on a la validation de l'inscription, comme je l'ai dit, dans la foulée, on envoie à la conseillère un mail pour lui proposer de choisir une date pour son entretien. Donc, votre conseillère doit s'inscrire d'abord sur notre site internet. Ok, c'est bien, c'est noté. Merci. Vous en prie. Et une fois que ce sera fait, après, vous l'aurez compris, ça va être assez rapide, surtout si vous avez déjà fait les démarches sur démarche simplifiée, ça va aller plutôt très vite. Ah, super. Je vois dans le chat aussi, il y a beaucoup de questions qui sont des cas un petit peu particuliers, qui sont des cas particuliers. Donc, on vous invite pour ces cas-là à nous faire un mail d'explication à la fabrique ainsi qu'à la Banque des Territoires pour avoir une réponse cohérente, sachant que de manière générale, on discute beaucoup quand même entre les différents acteurs qui prennent la parole ici. Donc, si jamais vous vous trompez d'adresse mail pour une raison X ou Y, c'est pas très grave, on se les repartage entre nous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire pour les cas particuliers. Dernière chose, vous pouvez aussi nous joindre sur notre hotline au 01 89 20 30 07. Je vais le mettre là dans la conversation. La hotline est ouverte.
Tu es allé beaucoup plus vite que moi, Hugo. La hotline est ouverte de 10h à 16h. Donc, et c'est moi qui réponds à la hotline. Donc, vous avez la chance. Toutes les infos que je vais vous donner, ça va être des infos voilà, qui sont factuelles et je pourrai directement répondre à vos questions. Pour répondre à Ophélie, peut-être, Tcherno, Alors, sur l'ouverture des cohortes en 2026. si on Suffit. a suffisamment de candidats de conseillers numériques en attente de formation, bien évidemment qu'on va ouvrir des cohortes en 2026. Dans tous les cas, il y aura des dates proposées, c'est ça qu'on... On va proposer des dates, c'est Oui, certain. voilà. On va proposer des dates aux conseillers. Donc, oui, il y aura, s'il y a des conseillers, oui, on va ouvrir des cohortes. On va proposer des dates et si les cohortes sont remplies. Il faut savoir qu'on ouvre une cohorte à partir de 8 conseillers. Attention, à partir de 8, une cohorte, elle part. On la remplit jusqu'à 18, mais à partir de 8, on la lance, la cohorte. Donc déjà, pour le 13 octobre, je peux vous confirmer qu'il y a une cohorte qui va partir, au minimum. Pour Cécile Lefebvre, est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? Je n'ai pas trop compris. Je suis en train d'y répondre, Dieudonné. Oui, je vais y répondre oralement, c'est quand même plus simple. Merci, Hugo. Donc la question était, petite question, pourquoi uniquement public adulte? Donc c'est le changement en fait du titre tout simplement qui a été opéré comme ça. Là où avant on avait une souplesse sur les publics qu'on pouvait proposer en médiation, aujourd'hui sur le nouveau titre, c'est uniquement public adulte. Petite précision pour vous donner un petit peu de contexte, les titres professionnels ne sont pas gérés ni par la Banque des Territoires, ni par la NCT, ni par aucun des acteurs que vous avez là. Là, en l'occurrence, c'est un titre AFPA et c'est l'AFPA qui mène ces enquêtes, etc., et qui remodèle le titre. Donc eux, ils ont jugé que le public adulte était prioritaire sur les actions, ou en tout cas que c'était celui sur lequel l'examen devait se porter. Concernant la VAE, j'en profite, je réponds à la volée, puisque effectivement c'est la deuxième fois que je vois la question passer. Pareil, tout comme pour le titre de médiateur numérique au complet, vous pouvez vous rendre directement sur le site de France Compétences pour avoir la liste des organismes agréés au passage du titre et les contacter pour savoir s'il est possible de faire une VAE ou pas. Ce que je tiens à préciser quand même, puisque les passages de titres là sur le titre REMN vont être quand même courts en termes de durée, puisqu'il n'y a plus tant de temps que ça pour passer le titre. Donc je vous conseille, si vous voulez passer le REMN, de faire les démarches rapidement, parce que les organismes de formation vont déprogrammer les sessions d'examen qu'ils avaient prévues aussi sur ce titre-là. Donc ça, c'est un conseil juste de vous à moi. Sinon, il y aura toujours la possibilité de passer sur le titre de médiateur numérique sans aucun problème. Mais sur le titre REMN, je vous conseille de faire les démarches très rapidement, de vous rapprocher des organismes vraiment rapidement à ce sujet. Voilà. Alors, pour répondre à la dernière question de Marie-André, bonjour. Qu'en est-il après 2026 concernant les conseils numériques? J'ai validé mon titre en 2021, pas effectué, donc pas validé la suite, donc effectué les CCP 2 et 3 par manque de place, fin de contrat en 2026. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour le moment, donc, comme on l'expliquait, donc, on ne proposera plus de formation pour obtenir le titre complet, comme on l'a fait pour le CCP1 depuis 2024, avec un nombre de places effectivement limité. Maintenant, les conseillers numériques, une fois qu'ils ont effectué leur formation initiale, ils ont accès à la formation continue via les modules thématiques déployés par la Mednium qu'évoquait Dieudonné en introduction. Voilà, donc c'est ça un peu l'horizon des conseillers numériques, c'est les modules thématiques. Je rappelle, un module thématique obligatoire chaque année pour l'ensemble des conseillers numériques. Voilà, donc en termes de formation, voilà votre horizon pour 2026. Alors, question de Lise. Alors, oui, Jean-Pierre Tourneray, effectivement, alors, bon,
je ne vais pas rentrer dans les détails vu que ce n'est pas forcément le sujet de la réunion. C'est un module par année civile pour l'ensemble des conseillers numériques. Si toutefois les conseillers numériques ont été nouvellement recrutés et effectuent leur formation initiale, donc c'est probablement votre cas vu que vous participez à cette réunion, alors ils doivent suivre cette fois non pas un, mais 2 modules thématiques dans un délai d'1 an à partir de leur entrée en formation. Donc si par exemple vous rejoignez une cohorte le 13 octobre prochain, vous devrez suivre 2 modules dans un délai d'1 an, donc jusqu'au 13 octobre 2026. Et ensuite, ce sera, comme l'ensemble, le reste des conseils numériques, un module par an. Je vais vous repartager il y a un article dans la FAQ qui rappelle les règles de suivi de la formation continue. Je vais le repartager dans le chat pour que vous ayez tous les éléments à disposition. Et peut-on faire la formation continue avant l'entrée en formation initiale, si compliqué en termes de planning? Alors, nos règles, c'est qu'il faut effectivement avoir débuté sa formation initiale avec la fabrique en Hexagone ou Francilien en Outre-mer avant de pouvoir suivre un module thématique. C'est un peu dans la suite, c'est l'ordre naturel des choses. Cependant, nous restons flexibles. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de la Mednum. Et effectivement, si par exemple, vous n'avez pas pu rentrer en formation avant 2026, par exemple, si par exemple, vous n'êtes pas disponible sur les prochaines cohortes qui sont d'ores et déjà organisées, inscrivez-vous et alors on pourra éventuellement envisager valider votre inscription et votre entrée en formation sur un module thématique cette fois-ci, avant d'entrer en formation initiale. C'est un cas particulier. Ça doit rester exceptionnel, mais on est flexible, on est à votre écoute, donc n'hésitez pas à nous adresser un message sur le dispositif ou à en parler lors de votre inscription à l'organisme de formation en charge de votre région. Voilà. Si vous avez passé exactement, donc si vous avez passé votre CCP1 fin juin 2025, vous devez suivre 2 modules avant la fin juin 2026. Je vais vous retrouver l'article de notre FAQ qui rappelle les règles. Hop. Oui, les modules, comme la formation initiale, sont obligatoires. Donc, on vient d'évoquer les règles de suivi. Donc, un module pour l'ensemble des conseillers numériques. Et pour ceux qui entrent peut-être donc comme vous en formation initiale, c'est 2 modules dans l'année qui suit votre entrée en formation initiale. Ces modules, alors, vous pouvez les suivre en parallèle, c'est-à-dire notamment lorsque vous êtes en stage, donc les 2 jours à la fin de la semaine dans vos calendriers de formation initiale, mais sinon, vous pouvez attendre d'avoir fini votre formation initiale, avoir passé le CCP1 avant de rejoindre un module thématique. On a fixé un délai d'1 an justement pour vous donner cette liberté-là de choisir quand vous souhaitez rejoindre ces modules thématiques, ces sessions de formation. Donc effectivement, ils sont bien obligatoires. Ouais. Et oui, que vous ayez ou non, voilà, ce sont 2 formations qui sont autonomes, indépendantes l'une de l'autre. Donc, avoir obtenu son CCP1 ou non ne joue en rien sur votre participation au module thématique. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les règles de suivi des formations, qu'elles soient initiales ou continues, à consulter notre FAQ sur notre site internet qui a récemment été mise à jour en tenant compte notamment de la révision du titre. Donc n'hésitez pas, je vous en repartage un article et vous pourrez consulter les autres dans la foulée. Voilà. Trop de questions. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, peut-être pour vous inscrire au module de formation continue, on vous mettra le lien dans le catalogue de la Mednum avec toutes les formations et les dates de formation. Vous pouvez vous inscrire directement via ce site-là. On vous mettra dans le chat et on vous enverra vers le lien vers la FAQ qui concerne la formation continue. On est super, merci Alexis. On est sur la fin de ce webinaire. Donc, je voulais vous remercier à tous pour votre participation, votre présence.
Et n'hésitez pas à nous contacter sur les différentes adresses support, mail de la fabrique, si c'est le projet fabrique, ou le nôtre, si ça nous concerne. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question et on vous souhaite une bonne fin de journée. Et on vous rappelle que ce webinaire sera disponible sur les bases, le replay et le support de cours. Enfin, de présentation, pardon. Ouais, formation, cours. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Merci, bonne journée. Merci, Merci bonne beaucoup. Merci à vous, bonne Au revoir. journée. Au Au revoir. revoir. Merci, revoir. bonne journée.